n'aggravez pas davantage la guerre en Ukraine. Le 7 novembre, un jour après sa victoire aux élections présidentielles américaines, le président élu Donald Trump a sévèrement mis en garde le président russe Vladimir Poutine. Et c'est un signe pour tout le monde en Ukraine que Trump se prépare à prendre Poutine à tâche pour son opération militaire spéciale. Non seulement cela, Trump a également rappelé à Poutine que les États-Unis maintiennent une forte présence militaire en Europe, suggérant qu'il serait prêt à utiliser cette présence si besoin est. Cependant, cela ne signifie pas que Trump enverra plus d'armes ou de soldats en Ukraine. Le président élu a plutôt un plan magistral. Il a conçu une voie vers la paix, qui non seulement mènera à la fin de la guerre en Ukraine, mais touchera Poutine, là où ça fait mal de plusieurs façons. Si le plan de Trump se réalise, il pourrait décimer l'économie russe pour les années à venir, laissant le pays comme une ombre de son ancien moi alors qu'il essaie de se remettre des dégâts causés par les politiques de Poutine. En poussant pour la paix, Trump prépare Poutine à une grande chute. La question à laquelle nous répondrons dans cette vidéo est simple. Comment ? Le plan de Trump est rempli de coups de maître économiques, qui joueront finalement en faveur de l'Ukraine, détruisant Poutine et la Russie qu'il veut créer dans le processus. Est-ce difficile à croire ? Rappelez-vous que lors de son premier mandat présidentiel, Trump a adopté une approche agressive envers Poutine, même quand d'autres en Europe essayaient de collaborer avec le leader russe. Un exemple parfait vient de sa réaction au gazoduc Nord Stream 2. En juillet, 2018 Reuters a rapporté que Trump avait critiqué plusieurs pays européens pour leur proximité avec la Russie lors d'une visite en Europe. L'Allemagne était la cible principale de la colère de Trump. Il a affirmé que l'approbation par l'Allemagne d'un gazoduc en mer Baltique avec la Russie laisserait l'Allemagne captive de la Russie. Eh bien, Trump a soutenu que Poutine rendait l'Allemagne de plus en plus dépendante de son gaz sur fond de baisse des dépenses de défense de Berlin à moins d'1% de son produit intérieur brut. Ainsi, l'Allemagne s'affaiblissait militairement, nourrissant les problèmes de Trump avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, tout en mettant l'argent destiné à la défense dans les poches russes. Et Trump n'avait pas tort. L'accord de l'Allemagne avec la Russie a vu cette dernière soutenir politiquement le pipeline Nord Stream à 11 milliards de dollars. Trump a souligné à Jens Stoltenberg, ex-chef de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, que nous sommes censés nous protéger contre la Russie, et l'Allemagne paie des milliards à la Russie chaque année. Trump a également affirmé que l'Allemagne aura presque 70% de leur pays contrôlé par la Russie avec du gaz naturel. Bien que pas tout à fait précis en termes de contrôle pur, Trump semblait avoir raison en ce qui concerne la quantité de gaz naturel de l'Allemagne, qui proviendrait de la Russie dans le cadre de l'accord. Trump était tellement contre le gazoduc Nord Stream 2, qu'il a même signé une loi imposant des sanctions à toute entreprise qui aiderait le géant gazier russe Gazprom à achever le gazoduc. Selon la British Broadcasting Corporation en décembre 2019, les États-Unis voient ce projet comme une menace pour la sécurité européenne. Ironiquement, l'Union européenne a rejoint la Russie pour condamner fermement la décision de Trump. Finalement, les États-Unis ont conclu un accord sur le gazoduc avec l'Allemagne et la Russie en juillet 2021, après le départ de Trump. Moins d'un an après, Poutine a envahi l'Ukraine. L'opposition de Trump au pipeline Nord Stream 2 était logique. Il a anticipé les implications de cet accord pour l'Europe, permettant à la Russie de contrôler une grande partie de son approvisionnement en gaz naturel. Suite à l'invasion de l'Ukraine par Poutine, l'Europe a été frappée par une hausse des factures de gaz et d'électricité, forçant l'Union européenne à revoir ses politiques envers le dirigeant russe. Les prix de l'électricité et du gaz naturel ont grimpé en flèche dès 2021. Le gaz est passé d'un taux taxé d'environ 14 centimes par kilowattheure à un pic de presque 25 centimes dans la seconde moitié de 2022. L'électricité a suivi le même schéma. Son prix par kilowattheure est passé d'environ 22 centimes à entre 30 et 30 et 1 centime en 2024. Trump a vu tout cela venir. Il a averti l'Europe des dangers de se mettre dans le même lit que la Russie près de 4 ans avant que Poutine ne lance son opération militaire spéciale. Et Trump n'était pas non plus étranger à l'opposition directe aux opérations russes en dehors des États-Unis. Plusieurs mois avant qu'il ne fasse ses commentaires sur le gazoduc Nord Stream 2, Trump a approuvé l'utilisation de la force contre les entrepreneurs militaires russes, un terme poli pour les groupes de mercenaires, en Syrie. La bataille qui a eu lieu en février 2018 aurait vu les États-Unis réagir à une importante colonne de forces russes et pro-régime syrien, s'approchant d'une position américaine établie. Position avec une vague de frappes aériennes. Les forces russes les ont été handicapées, avec l'ancien États-Unis. Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, a déclaré que les Russes ont trouvé leur égal en Syrie il y a quelques semaines. Des centaines de Russes ont péri, envoyant un message clair. Trump s'est opposé à Poutine lors de son premier mandat présidentiel, et il se prépare à faire de même une fois de plus. Ses actions dans les semaines précédant son accession à la présidence des États-Unis, en janvier 2025 le démontrent. Par exemple,
En septembre 2024, Trump a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Trump Tower. Le duo a échangé sur les plans de l'Ukraine pour la guerre en 2025 et sur les intentions de Trump pour négocier la paix qu'il souhaite obtenir. Bien qu'il n'ait pas divulgué les détails de leur discussion après avoir quitté la Trump Tower, l'ambiance était bien plus positive que prévu. Lors de leur rencontre, Zelensky a déclaré que Trump et lui partageaient la même vision. La guerre doit cesser et Poutine ne peut pas l'emporter. Il a ajouté vouloir présenter son plan de victoire à Trump. Après la réunion, Trump semblait aussi soutenir les ambitions de Zelensky. La British Broadcasting Corporation rapporte que Trump a dit qu'il a beaucoup appris de la réunion. Nous voulons tous les deux voir cela se terminer et un accord équitable conclu, a déclaré Trump, notant qu'il pense que Zelensky et Poutine veulent que la guerre prenne fin. La réunion avait certes son côté épineux. Selon ABC News, en vue de la rencontre du 27 septembre, Zelensky doutait de la capacité de Trump à mettre fin à la guerre. Zelensky a confié au New Yorker qu'il pense que Trump ne sait pas réellement comment mettre fin à la guerre, bien qu'il puisse croire le savoir. Trump a répondu sur le terrain de la campagne, critiquant Zelensky pour avoir fait de méchantes petites insinuations à son sujet. Malgré la tension, l'issue positive de la réunion Zelensky-Trump n'était pas assurée. Mais peut-être passions-nous à côté de quelque chose. Les propos de Trump durant la campagne ne reflétaient probablement pas son opinion réelle de Zelensky. Une fois qu'ils se sont rencontrés, il était clair qu'ils partageaient l'objectif d'instaurer la paix en Ukraine. Nous avons également vu un exemple de l'approche agressive de Trump envers Poutine dans l'appel mentionné en introduction. Le Kremlin nie que cela ait jamais eu lieu. Il a qualifié les rapports de l'appel de pure fiction. Stephen Chung, directeur de la communication de Trump, a donné une réponse évasive. Nous ne commentons pas les appels privés entre le président Trump et d'autres dirigeants mondiaux. Peut-on interpréter cela comme signifiant que l'appel a réellement eu lieu? Les propos de Chung ne nient pas que Trump ait appelé Poutine, et lui ait clairement fait part de sa position sur la crise ukrainienne. Trump s'est déjà établi comme étant anti-Russie. Nous arrivons donc à une question. Quel est ce plan maître qui provoquera l'effondrement de la Russie que Trump attend juste sa chance d'exécuter? Trump a déjà affirmé qu'il souhaite instaurer la paix entre l'Ukraine et la Russie au plus vite. La grande ironie est que beaucoup ne réalisent pas que pousser la Russie vers cette paix pourrait provoquer le début d'un effondrement économique qui détruit le pays de l'intérieur. C'est peut-être là que réside le génie du plan de Trump. En novembre 2024, le Wall Street Journal a souligné que le contenu exact du plan de paix de Trump reste inconnu. Il a cité un excès du Conseil de sécurité nationale de Trump, affirmant que quiconque dans le cercle de Trump, peu importe son rang, prétendant avoir une vision différente ou plus détaillée de ses plans sur l'Ukraine, ne sait pas de quoi il parle. Pourtant, le Wall Street Journal a évoqué quelques idées qui circulent. Une version du plan de Trump verrait la création d'une zone démilitarisée de 800 miles, s'étendant sur presque toute la ligne de front de la guerre. L'Ukraine devrait accepter qu'elle ne peut pas rejoindre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pendant au moins 20 ans, pour que le plan soit mis en œuvre. Mais si elle le faisait, Trump continuerait à armer l'Ukraine pour prévenir de futures attaques russes, avec des troupes européennes de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord patrouillant dans la nouvelle zone démilitarisée. Les États-Unis ne fourniront aucune formation à ces troupes de patrouille, ni aucun soutien supplémentaire. Selon un proche de Trump, les États-Unis n'enverront pas de troupes en Ukraine pour maintenir la paix et ne financeront pas une telle opération. Faites-le faire par les Polonais, les Allemands, les Britanniques et les Français. Une formulation controversée. Cette citation révèle que le plan de Trump permettrait de mettre en pause la guerre en Ukraine et de limiter la responsabilité américaine envers l'Ukraine alors que le conflit s'intensifie. La Russie et l'Ukraine devront combattre à travers les troupes européennes pour s'affronter. Cela ne va pas se produire. Une autre stratégie suggérée consiste à couper l'Ukraine des armes qu'elle reçoit des États-Unis jusqu'à ce que Zelensky accepte de s'asseoir avec Poutine. Selon ce plan, l'Ukraine pourrait encore lutter pour le territoire perdu à l'intérieur du pays, mais par des négociations plutôt que par des actions militaires. Nous ne savons pas si l'un de ces plans est vraiment ce que Trump a en tête, mais le point commun est que les deux forceraient une fin aux hostilités immédiates entre la Russie et l'Ukraine. Et bien que les deux plans semblent être plus favorables à Poutine, en particulier le premier impliquant le gel des lignes de front actuelles, c'est la paix qui résulterait de l'un ou l'autre qui serait le véritable coup fatal à Poutine. La Russie ne peut plus se permettre d'arrêter la guerre en Ukraine à cause de sa situation actuelle. Trump le sait. Une grande part de l'économie russe est actuellement soutenue par l'opération militaire spéciale de Poutine. Poutine et ses mantes et acolytes subissent alors toujours les nombreuses sanctions imposées par les États-Unis, et une grande partie de l'Europe depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans un article de février 2024 pour The Conversation, le professeur d'économie de la Lancaster University Management School, Dr Renaud Foucault, a exposé la position précaire dans laquelle la Russie se trouve maintenant.
Il a noté que les sanctions avaient contribué à faire baisser le produit intérieur brut de la Russie d'environ 7% par rapport aux prévisions d'avant-guerre. Le rouble n'est pas encore plus bas, et la Russie n'a pas fait faillite économiquement uniquement parce que la guerre s'avère très lucrative pour Moscou. Le docteur Foucault note que l'économie de la Russie était loin d'être diversifiée même avant la guerre. Les ressources naturelles, surtout le pétrole et le gaz, constituaient ses principales sources de revenus et ont été touchées par les sanctions. Au bout de 2 ans de guerre en Ukraine, le pays s'est retrouvé à dépenser un stupéfiant 40% de son budget gouvernemental pour la guerre. On pense également que les dépenses militaires totales ont atteint environ 10% du produit intérieur brut de la Russie pour 2023. Ce sont tous de mauvais signes pour une Russie qui espère prospérer après la fin de la guerre avec l'Ukraine. La production de munitions, l'équipement militaire, la solde des soldats et les indemnités versées aux familles des troupes blessées ou mortes contribuent tous à ces 10% du produit intérieur brut dépensé, dit Foucault. Autrement dit, l'industrie russe de l'armement assure les salaires de milliers de travailleurs dans le pays. Ceux qui se battent comptent sur l'économie de guerre de la Russie pour nourrir leurs familles. Malgré tout, la guerre épuise progressivement les réserves de la Russie. Selon Foucault, ajoutez une pénurie de main-d'œuvre à cela, et vous avez tous les ingrédients d'une économie qui s'effondrera sur elle-même si la guerre prend fin. Trump prétend qu'il va rapidement revenir à la Maison-Blanche. Mettre fin à la guerre en Ukraine. La paix négociée peut initialement ne pas être favorable à l'Ukraine. Zelensky pourrait devoir céder temporairement du territoire à la Russie selon le plan de Trump pour une zone démilitarisée de 800 miles, tout en conservant du territoire à Koursk. Mais ces sacrifices à court terme forceraient une pause dans la machine de guerre russe, qui causerait de gros problèmes. Des milliers de soldats rentreront chez eux, beaucoup d'entre eux revenant dans un pays qui n'a pas d'emploi en dehors de la fabrication d'armes pour eux. Les emplois de soutien militaire se tariraient bientôt, la Russie ne construisant plus d'armes au rythme actuel. La Russie peut encore paraître riche en surface, notamment en termes de ressources, mais Foucault pense que la fin de la guerre en Ukraine révélerait à quel point le pays est réellement économiquement faible. Business Insider a développé l'argument de Foucault dans un article mis à jour en septembre 2024. Il a noté que l'inflation était élevée à 7,4% lorsque Foucault a rédigé son article pour The Conversation. Selon Reuters, la Banque centrale russe a revu à la hausse sa prévision d'inflation pour fin 2024, la situant entre 8% et 8,5%, soit près du double de son objectif de 4%. Selon Interfax, la Russie prévoit une amélioration de l'inflation en 2025, mais elle dépassera tout de même la prévision initiale de 4 à 4,5%, pour atteindre entre 4,5 et 5%. L'investissement étranger direct s'effondre aussi en Russie. Le pays a connu une baisse de 8,7 milliards d'investissements durant les 3 premiers trimestres de 2023, indiquant que les investisseurs étrangers refusent de s'engager avec la Russie. Le plan de paix de Trump va exacerber tous ces problèmes. Cela devient encore pire pour la Russie. En octobre 2024, The Hill et le Conseil de l'Atlantique ont publié des articles suggérant que l'économie de la Russie est déjà en danger de surchauffe, au point où elle implose sur elle-même. The Hill a souligné que la Russie s'épuise déjà avec la guerre en Ukraine, même si elle est passée à une économie de guerre. Son produit intérieur brut nominal, qui est la valeur totale de tous les biens et services qu'un pays produit, n'est que de 2000 milliards de dollars. Ce chiffre peut sembler énorme, jusqu'à ce que vous réalisiez que le produit intérieur brut nominal de l'Amérique est de 29 000 milliards de dollars. The Hill qualifie Poutine de dépourvu d'argent, affirmant que ses seules options sont de plaider auprès de la société en général, pour qu'elle fasse des concessions à son régime en échange des ressources que la Russie fournit, ou de poursuivre la guerre. C'est le choix le plus probable de Poutine, car il sait que le premier est peu envisageable. Un effondrement économique est prévu à la fin de la guerre. Le plan de paix de Trump pourrait alors être un coup de génie. L'article du Conseil de l'Atlantique dresse aussi un sombre portrait pour Poutine. Selon lui, Poutine est pris entre deux feux avec la guerre. Continuer cette guerre entraînerait davantage de sanctions, et un enlisement encore plus grand dans un complexe militaro-industriel qui a déjà dévoré l'économie russe. Mais stopper la guerre pourrait être encore plus néfaste. Les revenus réels diminueront pour la majorité des Russes, sauf pour l'élite privilégiée. Poutine devra gérer l'instabilité sociale alors qu'il est fragilisé par une guerre qui s'est prolongée bien au-delà de ses prévisions. Il contrôlerait une Russie post-guerre avec un fonds national de bien-être en diminution, et une situation d'inflation qui menace de devenir incontrôlable. Revenons donc au plan de paix de Trump. Bien que les théories abondent, personne n'en connaît les détails. Selon les informations disponibles, Trump veut mettre fin à la guerre. Cette halte peut nécessiter que l'Ukraine fasse des sacrifices de territoire à court terme, mais elle mettrait également fin à la seule chose qui soutient l'économie russe, à un moment où le pays est aussi isolé de la majorité du monde qu'il ne l'a jamais été.
Trump a démontré lors de son premier mandat présidentiel qu'il est prêt à riposter contre Poutine tout en critiquant ceux qui font affaire avec le leader russe. Peut-être que son grand plan pour son second mandat est de plonger la Russie dans le chaos économique en enlevant la guerre qui maintient le pays en marche. L'effondrement progressif du régime de Poutine pourrait suivre alors que les troubles sociaux forcent le leader russe à reconsidérer ses ambitions géopolitiques. Si Trump maintient les sanctions américaines et impose des tarifs sur tous les produits que la Russie tente d'exporter vers les États-Unis, la situation économique de la Russie deviendrait encore plus désastreuse. L'économie russe dépend de la guerre en Ukraine. Donald Trump veut mettre fin à cette guerre le plus tôt possible. S'il réussit, nous pourrions assister à l'effondrement des ambitions de Poutine entre les mains d'un homme que beaucoup considèrent comme redevable à la Russie. Et que pensez-vous des plans de paix de Trump? La fin de la guerre en Ukraine pourrait-elle vraiment briser l'économie russe? Le plan de Trump peut-il vraiment conduire à la fin de la guerre en Ukraine en 24 heures? Donnez votre avis en commentaire et merci d'avoir regardé la vidéo.